Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Surtout, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de votre émission Intelligence panafricaine. Intelligence panafricaine a pour objectif le bien-être des populations africaines. Et la une de cette édition est consacrée aux avantages de l'instauration des États-Unis et d'Afrique. Avant d'accueillir les différents panélistes sur ce plateau, allons tout d'abord du côté de la réalisation pour une première transition. Nous sommes donc de retour sur le plateau d'intelligence panafricaine pour parler donc des avantages que présente l'instauration des États-Unis d'Afrique. Je reçois une fois de plus sur ce plateau, à ma droite tout d'abord, Monseigneur Emmanuel Lecoussard. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes le président du collectif des États-Unis d'Afrique. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. J'accueille également le secrétaire général de ce collectif, en la personne de Monseigneur Martial Lutamou. Soyez la bienvenue. Merci GFK Teba. Bonsoir. Bienvenue aussi à vous. Vous êtes tous les bienvenus, chers téléspectateurs, dans le cadre de cette nouvelle production. Alors, je voudrais commencer cette émission avec Monseigneur Emmanuel Lecoussard. Qu'est-ce que l'on entend par panafricanisme? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le panafricanisme, c'est une idéologie qui met en place un mécanisme pour mettre ensemble les Africains. Donc, c'est comme ça que nous pouvons définir le panafricanisme comme un mécanisme qui met les Africains ensemble. Nous pouvons aussi définir le panafricanisme comme tout ce qui est pour le bien des Africains en étant ensemble. Donc, tout ce qu'on peut faire pour que les Africains soient ensemble et qu'ils soient heureux, tous ces mécanismes-là, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Pour vous, Monseigneur Martial Lutamou, panafricanisme, à quoi cela renvoie-t-il? Panafricanisme, comme on dit, pan, pour et africain, Afrique, il y a le mot africain et isme qui est en fait une politique. Je crois que c'est toutes les politiques mises en place pour le bien-être de l'Afrique. Aussi simplement que ça. C'est toutes les politiques, toutes les actions mises en place et entreprises pour le bien-être de l'Afrique et des Africains. Pour les habitués de cette émission Intelligence panafricaine, il est coutume pour eux d'entendre à longueur de cette émission parler des États-Unis d'Afrique. On connaît les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Afrique, de quoi s'agit-il précisément, Monseigneur Emmanuel Lecoussard? Les États-Unis d'Afrique, il s'agit ici de créer une structure supra-État qui va regrouper tous nos États à un seul grand État que nous appelons les États-Unis d'Afrique. Est-ce qu'on peut peut-être penser aux États-Unis d'Afrique selon le modèle que nous avons du côté des Amériques? Et je pense que dans la vision que nous avons des États-Unis d'Afrique, nous ne pouvons pas copier un modèle. Il nous faut un modèle propre à nous parce que chaque peuple a sa culture, chaque peuple a ses réalités. Et c'est là même le nœud du problème sur trouver un modèle qui peut marcher avec nos réalités africaines. La question, je vous la pose également en tant que secrétaire général du collectif pour les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique tels que conçus par ce collectif, à quoi s'attendre? Quelle représentation se faire? C'est un modèle, comme nous le disons, purement africain, qui ne copie personne. Le modèle dont nous proposons est un modèle que nous avons fait des études et nous avons fait des constats qui ne répondent qu'aux attentes des Africains et qui surtout satisfera les Africains.
il ne peut pas être calqué sur le modèle américain ni sur le modèle européen. Il est uniquement un modèle africain. Notre modèle est typique. Notre modèle est juste notre modèle. C'est ce que nous proposons aux Africains pour que les Africains dans leur culture, les Africains dans leur dignité, les Africains dans leur essence ne se sentent ni marginalisés ni colonisés. C'est un modèle qui est propre aux Africains. Alors, ce modèle que vous nous présentez n'étant pas peut-être celui qu'on a l'habitude d'avoir sous nos yeux, les États-Unis d'Afrique, pourquoi, sinon comment? Monseigneur Emmanuel. Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut savoir que le modèle que nous avons mis en place pour la création des États-Unis d'Afrique, on s'est référé d'abord aux difficultés que nous avons jusqu'alors. Parce que nous nous sommes posé la question, pourquoi jusqu'alors les États-Unis d'Afrique, un projet qui a commencé, ça fait aujourd'hui 4 siècles, ne s'est pas encore réalisé. Il y a eu des difficultés. Et nous avons essayé d'examiner chaque difficulté. La première difficulté d'abord que nous avons épinglée, c'est la crise du leadership. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas un chef d'État africain qui veut avoir au-dessus de lui un autre chef d'État. C'est-à-dire que lui soit un gouverneur, comme vous dites, vous parlez ici du modèle américain. C'est-à-dire, les États sont dirigés par des gouverneurs avec un président qui est à la tête de la confédération. Mais en Afrique, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que Nkrumah a été buté au même problème. On lui a dit que, vous voyez, on a dit au chef d'État africain que Nkrumah veut devenir votre président et vous deviendrez ces gouverneurs qu'il peut mettre en place et qu'il peut enlever. Alors tout le monde a dit, nous, si c'est ça là, les États-Unis d'Afrique, personne n'a accepté, on a chassé Nkrumah. Quand De Gaulle arrive en 61, je pense bien, en Afrique, Barthélemy Boganda a réuni ses confrères pour leur dire, nous devons dire à De Gaulle que nous voulons les États-Unis d'Afrique. C'est tout ce qui nous intéresse. Ils ont fait la réunion et ils devaient se retrouver le lendemain. C'était à Brazzaville. Le lendemain, pour se retrouver à la réunion, Massamba Deba ne vient pas. Et Massamba Deba va intoxiquer tous les autres chefs d'État pour leur dire Boganda veut devenir notre président. Donc nous serons maintenant les gouverneurs de Boganda. Donc il y a déjà un problème. Et c'est la même chose qui s'est passée aussi avec Muammar Kadhafi. Quand Kadhafi parlait des États-Unis d'Afrique, on ne voyait pas qu'il voulait le bien-être des Africains, mais on pensait que Kadhafi veut devenir notre chef d'État et nous ses gouverneurs. Donc il y a déjà un problème de leadership. Deuxième problème, c'est le problème de souveraineté nationale. Il n'y a aucun État qui veut céder sa souveraineté. Chacun veut garder sa souveraineté. Et ça pose un problème. Donc nous avons ici, comme le disait un politéologue, nous avons deux modèles. Le modèle américain, qui est un modèle de la confédération, c'est-à-dire un président avec des gouverneurs, et nous avons un modèle de fédération qui est le modèle actuel, ou le modèle de l'Union européenne. Chaque État garde sa souveraineté, mais nous sommes dans une union. Mais nous trouvons que ça ne marche pas aujourd'hui avec l'Union africaine parce que nous sommes dans l'union. Donc si nous voulons créer les États-Unis d'Afrique, nous devons créer sur base de nos réalités, sur base de notre modèle à nous, qui va permettre que réellement cet édifice des États-Unis d'Afrique soit solide. Ce que dit Monseigneur Emmanuel Lukusa est tout à fait pertinent. Vous rencontrez sur le terrain des problèmes de leadership parce qu'effectivement, il y a plusieurs chefs d'État qui ne s'imaginent pas devenir ou alors passer du statut de chef d'État à un statut de gouverneur. Mais est-ce que cela vous semble facile, la mise sur pied, l'instauration même des États-Unis d'Afrique aujourd'hui? Parler de si cela nous semble facile, c'est aller vite en besoin. Mais j'aurais préféré qu'on nous demande
est-ce que c'est profitable à l'Afrique dans ce contexte que nous vivons? Et alors, est-ce que c'est profitable? Oui, là je répondrai directement et sans ambages que oui, c'est profitable. Parce que nous connaissons tous Africains le célèbre dicton qui dit l'union fait la force. Nous sommes aujourd'hui des politiques faibles, des États faibles parce que nous sommes seuls. Et, comme on dit, un seul fagot, une seule main autant pour moi n'attache pas un fagot de bois. Ça veut dire que si nous arrivons, si nous parvenons à ce modèle de l'Afrique unie, notre économie sera vraiment boostée. La nourriture qui est produite au Cameroun, qui ne peut être produite peut-être en Guinée-Bissau, va se retrouver. La Guinée-Bissau qui produit ce que effectivement le Cameroun n'a pas, va aussi se retrouver ici au Cameroun et les échanges seront bien. Je pense que le modèle des États-Unis d'Afrique sont vraiment la voie ou bien la solution la plus excellente, la plus parfaite pour résoudre le problème de misère, le problème d'assujettissement, le problème d'indignité dont l'Afrique a souffert, dont l'Afrique souffre et que si rien n'est fait, l'Afrique continuera de souffrir. Monseigneur Emmanuel Lukusa, peut-être aussi, vous souhaitez-vous ajouter un mot dans ce cadre, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse arriver à un terme vis-à-vis de cette expression de la souffrance en Afrique aussi. Je voulais d'abord revenir à la question que vous avez posée à l'évêque Martial, vous demander si c'est possible. Si c'est tout à fait. Effectivement, c'est possible. C'est possible parce que nous avons réfléchi ensemble avec l'aide de Dieu, parce que nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des hommes d'église, mais Dieu a utilisé les hommes d'église pour libérer le peuple. Le peuple ont été colonisés par la religion et ils seront décolonisés par la religion. Pour coloniser l'Afrique, il fallait envoyer d'abord les missionnaires. Et aujourd'hui que l'église africaine a pris une maturité, Dieu a besoin aussi des hommes d'église pour mettre fin à la misère de son peuple. Parce que nous sommes des humains comme les Européens, les Américains et les autres. Et en tant qu'hommes d'église, nous avons cette mission-là de militer pour le bien-être de notre population sans nous attendre en retour de quoi que ce soit. Nous disons ceci. Face à ces problèmes de leadership, parce que le problème, c'est le comment. Comment nous pouvons faire pour mettre en place les États-Unis d'Afrique. C'est pourquoi nous avons d'abord contourné le premier problème, le problème du leadership. Comment nous avons contourné le problème du leadership? Nous avons contourné le problème du leadership en mettant en place ce que nous appelons le Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique. Le Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique, c'est l'organe suprême qui va diriger les États-Unis d'Afrique. Ce conseil sera constitué de qui? Ce Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique sera constitué des anciens chefs d'État ayant quitté démocratiquement le pouvoir et bien gérer leur État. C'est-à-dire, nous avons créé ce conseil comme point de chute de tous les chefs d'État africains. Et ça résout la grande partie des problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, que le président Kabila veut quitter le pouvoir, mais il s'inquiète de l'inconnu. Il ne sait pas quand je vais quitter, qu'adviendra-t-il sur mon avenir. Alors maintenant, avec l'idée du Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique, le président Kabila peut facilement quitter le pouvoir et intégrer le Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique. Ayant le même statut de chef d'État, mais encore plus parce qu'en ce moment-là, il est maintenant dans le conseil qui gouverne l'Afrique tout entière. Donc, c'est au sein du Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique qu'on va élire le président des États-Unis d'Afrique. Autrement dit, le président des États-Unis d'Afrique serait un ancien chef d'État qui a bien dirigé son État, qui a quitté le pouvoir démocratiquement, au lieu de devenir un simple monsieur qui organise des conférences partout, ou de devenir un commissionnaire que l'Union africaine va commencer à envoyer partout, comme nous avons aujourd'hui le docteur Yahi Boni, nous disons non. Tous ces gens-là qui ont servi à la tête et à la destinée du peuple peuvent se retrouver dans un conseil
après leur mandat à la tête de l'État. Donc, il y aura une vie après la magistrature suprême. Mais il y a aussi l'âge. À un certain âge, on peut être aussi fatigué et on peut se dire, bon, moi je préfère aller me reposer, comme nous avons vu les Mathieu Kéréko et les autres. Et ces gens-là peuvent faire partie du Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique. Et c'est au sein du Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique qu'on va élire le président des États-Unis d'Afrique. Donc, nous avons l'avantage d'avoir à la tête de cette suprastructure un ancien chef d'État qui connaît tous les rouages politiques, toute la diplomatie et qui peut se mettre maintenant à la tête des États-Unis d'Afrique. Avec un mandat bien défini, il fait ses 2 mandats, il part, l'autre revient, il part, et en ce moment-là, c'est déjà une grande découverte pour la paix en Afrique, pour qu'il n'y ait plus les gens qui s'accrochent au pouvoir en Afrique, et que ces gens-là puissent avoir un point de chute. Donc, là, nous avons déjà contourné le problème de leadership. Le deuxième problème qui est le problème de souveraineté nationale. Nous disons, nous n'avons pas besoin du modèle américain. Parce qu'il n'y aura pas un chef d'État qui va accepter de devenir un gouverneur d'un autre chef d'État. Nous gardons nos structures comme à l'actuel. C'est-à-dire, chaque État a son chef d'État. Mais à la tête, nous avons un président de tous les États. C'est-à-dire, c'est ce que nous pouvons appeler un système semi-confédération. C'est-à-dire, les États gardent leur souveraineté, mais nous avons un leader qui est à la tête du continent. Alors, ce leader du continent serait-il détenteur d'un certain pouvoir exécutif? En fait, il a un certain pouvoir. C'est surtout plus un pouvoir pour la restauration de l'Afrique dans le Conseil mondial. Puisque si les États gardent leur souveraineté, vous comprenez donc que ce leader-là, il est la voix de tous. Il porte pour tout le monde. Il défend les intérêts de tout le monde. Ça veut dire qu'un Africain ne pourra plus mourir et ne pas faire la une dans le monde entier. Oui. Parce que des centaines de millions d'Africains meurent. Le monde est indifférent. Mais s'il faut qu'on touche un seul occidental ou bien un seul américain à travers le monde bouge. Pourquoi est-ce que le monde devait bouger pour une vie occidentale, mais ne bougerait pas pour 1 million de vies africaines? Je voulais même dire 1 milliard de vies africaines, il ne bouge pas. Alors ce leader-là serait celui-là qui serait la voix de tous. Parce que tout le monde, le Conseil du monde, saura qu'il a derrière lui peut-être 53 ou 54 États qui disent oui à sa parole. Alors à ce moment, tout le monde devait dire comme les anglophones disent, devait faire comme les anglophones disent, take care. Donc chacun ferait attention aux Africains, chacun ferait attention à l'Africain en tant qu'individu qui ne serait ni marginalisé hors de chez lui, ni marginalisé chez lui. Donc, nous résolvons même une fois la question de la mauvaise gouvernance étatique. Parce que si votre peuple vous a rejeté, vous pouvez être sûr que parce que votre peuple vous a rejeté, certes, vous n'irez plus en prison, ça c'est sûr que c'est réglé de manière définitive, mais vous ne pourrez jamais prétendre le sommet. Cette représentation serait dignitaire, honorifique et en même temps autoritaire, mais exécutive. Il faudra qu'elle essaie d'avoir, en réalité, elle aura une exécution, mais pas une exécution directe, c'est une exécution indirecte, parce que chaque État devra avoir sa politique puisqu'elle garde sa souveraineté, mais les politiques devront avoir une certaine cohésion. Un peu pour nous permettre également de mieux comprendre aussi le Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique. Qui est-ce le peuple qui va voter finalement ce président, ou alors c'est peut-être les autres anciens chefs d'État qui font partie de ce conseil qui voteront le président des États-Unis d'Afrique? J'aimerais d'abord ajouter encore l'eau au moulin de mon confrère évêque Martial en disant que l'Afrique a besoin aujourd'hui d'un interlocuteur. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'un porte-parole.
Comme l'a dit Kwame Nkrumah, je vais lire dans l'un de ses ouvrages, L'impératif de l'unité. Il dit ceci, paragraphe, il dit ceci. Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourra devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces de ce monde. Je suis profondément et sincèrement persuadé qu'avec notre respect inné pour la vie humaine, l'intense humanité qui est notre héritage, la race africaine, unie sous un gouvernement fédéral, émergera non pas comme une énième bloc prompt à étaler sa richesse et sa force, mais comme une grande force dont la grandeur est indestructible, parce qu'elle est bâtie non pas sur la terreur, l'envie et la suspicion, ni engagée aux dépens des autres, mais basée sur le bien de toute l'humanité. Ça, c'est Kwame Nkrumah qui l'a dit en 1959. Donc, l'Afrique, nous avons intérêt à nous unir. Parce que quelques années plus tard, Julius Nyerere a abordé dans le même sens. C'est pour vous dire que nous avons eu des pères fondateurs qui avaient la vision des États-Unis d'Afrique. En 69, Nyerere dit « L'unité africaine doit se renforcer et prendre forme avec des institutions économiques et politiques si elle veut réellement avoir une influence positive. L'avenir, dans l'intérêt de tous les États africains, grands ou petits. L'unité africaine doit se réaliser, être une unité réelle. Notre objectif doit être de créer les États-Unis d'Afrique. » Ça, c'est Julius Nyerere en 69. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Aujourd'hui, le monde marche avec de grands blocs. Et aujourd'hui, quand vous regardez, nous avons aujourd'hui les États-Unis qui reprend encore son leadership en force avec l'élection de Donald Trump. De l'autre côté, la Russie qui renaît avec un grand leader, Poutine. C'est ce qui a poussé aujourd'hui la Turquie à faire les référendums populaires. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que la Turquie, qui a le plus grand contingent de l'OTAN, se voit aujourd'hui marginalisée, à avoir en sa tête un chef d'État qui n'a pas trop du pouvoir. C'est-à-dire, ce chef d'État-là ne peut pas peser en face du président des États-Unis ou du président de la Russie ou de la Chine. C'est pour ça que la Turquie a renforcé le pouvoir du président Erdogan. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ne représente rien dans le monde. On peut vous tuer, on peut vous massacrer. Personne ne parlera au nom d'Afrique avec autorité parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a un président africain qui a sollicité d'aller rencontrer Donald Trump, dont j'étais les noms. Mais il a fait 3 semaines aux États-Unis, Trump ne l'a pas reçu. Il est revenu et ça fait une honte pour son pays. On dit, mais notre président est allé voir Donald Trump, soit disant que Trump va les autres. Trump ne l'a pas reçu. Mais Trump ne peut pas avoir la même attitude en face du président chinois. Pourquoi? Parce que ce président, il marche avec une grande masse géostratégique derrière lui. C'est un président de 1 milliard d'habitants. Et Trump, c'est un président de 700 millions d'habitants. Et le président qui rendait visite à Trump, c'est un président de 2 millions d'habitants. Tu t'imagines quand tu représentes 2 millions d'habitants, tu es quoi devant un président qui est président de 57 États et qui a au moins 700 millions de personnes derrière lui avec un budget de centaines de milliards de dollars. C'est là où Nkrumah dit, si nous ne nous mettons pas ensemble, nous serons toujours marginalisés et nous ne représenterons rien. C'est pourquoi il y a impératif aujourd'hui de mettre en place le Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique. Et déjà, le bureau a pris contact, le bureau du collectif pour les États-Unis d'Afrique, a pris contact avec quelques anciens chefs d'État. Nous étions au Ghana, nous étions au Nigeria. Et aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut, c'est un lobbying fort, un soutien fort pour mettre en place le Conseil supérieur des États-Unis d'Afrique. Pour le moment, qui peut être un organe privé,
qui va jouer le rôle de lobbying pour influencer les chefs d'État actuels à nous amener vite vers les États-Unis d'Afrique. Parce que notre modèle, comme l'avait dit le secrétaire général Martial la fois passée, notre modèle, nous avons renversé le pyramide. C'est-à-dire, nous allons de la base vers le sommet. Parce que depuis que le courant panafricaniste a commencé, c'est un problème de chef d'État d'élite. Mais nous, nous disons, nous commençons avec la société civile, nous commençons avec le peuple pour maintenant pousser les choses à la réalisation des États-Unis. Alors, vous apportez une réponse à cette constatation qui a été faite lors du sommet d'Accra avec cet aveu d'échec, le fait de ne pas associer la volonté du peuple africain dans la mise sur pied même des États-Unis d'Afrique. Nous sommes en train de faire un grand travail de conscientisation du peuple africain, de l'élite africaine, et de dire que ce n'est pas une utopie. Les États-Unis d'Afrique, c'est un projet réel, puisqu'on était à quelques pas de réaliser ce projet. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que puisque Kadhafi est mort, on enterre le projet des États-Unis d'Afrique. N'oubliez pas que le panafricanisme n'a pas commencé avec Kadhafi. Le panafricanisme a commencé 400 ans, depuis la traite négrière, jusqu'à ce jour que nous parlons du panafricanisme. Donc nous devons continuer ce combat d'éveil de conscience. Ce combat donc d'éveil de conscience doit se poursuivre. C'est vrai que j'aurais bien voulu vous poser aussi la question de savoir est-ce que le fait que les États-Unis ont été, les États-Unis d'Afrique, je voudrais bien faire la précision, ont été avancés dans le cadre de sa prise, de sa naissance aussi en 2014, mais on n'est pas arrivé à cela avec la mort de Kadhafi. Au stade actuel, est-ce que ce conseil ou alors le collectif des États-Unis d'Afrique doit-il bâtir déjà sur les acquis laissés par le président Muammar Kadhafi ou peut-être penser à une autre stratégie pour que l'on en arrive effectivement à ces États-Unis d'Afrique? Bâtir sur les acquis, nous n'allons même pas dire que nous sommes déjà, nous ne sommes même pas en train de bâtir, nous sommes une continuité des acquis en réalité. Nous continuons juste sur ce qui a été déjà fait. Et nous concrétisons sur la base des erreurs passées, des manquements passés. Nous complétons en fait les manquements passés. Nous ne critiquons pas ou ne rejetons pas ce qui a été fait avant. Nous ne nions pas qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais nous disons comment maintenant, tous ceux qui ont fait, ce n'est pas que le guide est libyen. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui le font. Il y a même des gens à l'heure actuelle qui y travaillent, qui sont en fonction, d'autres ne le sont plus. Mais il y a d'autres qui sont encore en fonction, mais qui voudraient vraiment changer cette Afrique-là. Donc nous sommes en train de mettre notre main dans une grande machine qui est déjà en place. En réalité, la machine, ou bien la machine s'en va de manière sûre vers les États-Unis. Mais nous apportons notre main pour la rendre un peu plus légère, pour la rendre réalisable, comme pour dire que les États-Unis d'Afrique vont se réaliser. Et c'est même en train de se réaliser. Parce qu'il faut reconnaître que le peuple africain, plus que jamais, est conscient. Si les États-Unis n'étaient pas une affaire de tous, nous ne pourrons pas être dans plus de la moitié des pays africains, dans plus de 32 pays. Actuellement, depuis la récente émission, nous étions à l'époque dans 41 pays. Mais je vous assure que nous avons eu 4 pays qui ont adhéré. À partir de ce qui s'est fait, 4 pays se sont ajoutés. Donc nous passons de 42 à 41 à 45. Donc nous avons maintenant 36 États africains et 9 à travers le monde. Si ce moment n'était pas vraiment plaisant, si ce moment n'était pas vraiment grand, les gens ne viendraient pas adhérer. Les gens ne nous demanderaient pas. Allez voir notre site. Le nombre, je l'ai consulté, le nombre de personnes qui consultent notre site a augmenté. Nous avons, en l'espace de 2 semaines, une augmentation d'environ 1 500 000 de personnes, de visiteurs sur le site. C'est pour vous dire que si 1 500 000 de personnes visitent un site, imaginez s'ils sont satisfaits, le bouche à oreille, comme on dit, la radio arabe, ce qu'elle ferait. Donc, c'est réalisable et ça avance comme une traînée de poudre. Ça pourrait même arriver plus tôt que nous l'espérions. Parce que nous avons un timing, mais je vous assure, à l'allure des choses, nous serons nous-mêmes surpris. C'est pourquoi nous disons, nous sommes en train simplement d'ajouter sur les acquis. Les acquis, ils sont certains. Ils nous ont servi de socle, nous y continuons. Monseigneur Emmanuel Lukusa, certainement, le secrétaire général vient de nous dire que là, il s'agit plutôt d'une continuité, tout simplement.
effectivement, nous sommes dans la continuité parce que c'est un courant, comme nous l'avons dit, un courant qui a traversé les vents et marées, un courant qui a vaincu la ségrégation raciale, l'esclavagisme. Vous vous imaginez ce que représentait l'esclavagisme? Mais le panafricanisme a traversé l'esclavagisme. Le panafricanisme a traversé le courant du colonialisme. Mais personne n'a arrêté ce mouvement. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est un mouvement qui va s'essouffler. Le panafricanisme ne peut pas s'essouffler, puisque le panafricanisme a déjà traversé tous les grands mouvements de répression, tous les grands mouvements de servitude de l'homme noir. Tout ça, le panafricanisme a traversé jusqu'à nos jours. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir peur d'être des martyrs. Nous ne sommes plus à l'époque de Bob Denard et des autres. Nous sommes aujourd'hui à l'époque où l'Africain a pris conscience pour mettre en place les États-Unis d'Afrique. Alors, si je voulais encore ajouter quelque chose sur la question que vous m'avez posée sur l'élection même du président des États-Unis d'Afrique. Le président des États-Unis d'Afrique sera choisi par le Parlement panafricain. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Parlement panafricain, mais qui n'est pas même connu par les Africains. Que même toi, le journaliste qui est en face de moi, tu es un journaliste émérite. Mais si je te demande comment ces gens se retrouvent à ce Parlement-là, c'est pas si tu auras la réponse. On ne sait pas comment ils se retrouvent là-bas. Mais on sait qu'on a un Parlement, mais qui n'a aucun pouvoir. Alors, ce Parlement panafricain doit avoir la légitimité à partir de la base. C'est-à-dire, chaque État doit élire le député panafricain. Comme nous élisons nos députés nationaux, nous devons élire. Ces députés-là doivent battre campagne dans leurs pays respectifs pour représenter nos États et se retrouver dans le Parlement panafricain. Alors, Monseigneur, s'ils le faisaient au sein de leur assemblée, par exemple le cas du Cameroun, oui. Si on battait campagne au sein de l'Assemblée nationale pour que l'on soit élu par ses pairs qui représentent aussi le peuple camerounais. Ces gens doivent avoir une légitimité. Et la légitimité, c'est le peuple qui les donne. C'est-à-dire, cette légitimité-là, c'est le peuple qui doit les élire. Je donne un exemple. On donne un quota. On dit chaque pays va donner 5 députés panafricains. Ces députés-là, le Cameroun va élire 5 députés. Vous comprenez? Le peuple va élire les députés qui vont représenter le Cameroun au sein du Parlement panafricain. Et tout le monde sait que notre député, si nous avons des problèmes au Cameroun, qu'il faut défendre en Afrique, nous avons nos députés qui vont défendre ces problèmes au sein du Parlement panafricain. Et c'est le Parlement panafricain qui va élire le président des États-Unis d'Afrique. Comme ça se passe en Afrique du Sud. Vous voyez? C'est le Parlement qui élit le président de la République. Ça résout tous les problèmes. Et nous avons conçu à mettre en place un gouvernement fédéral de 54 États. C'est-à-dire, chaque pays envoie un ministre au sein du gouvernement fédéral. Et prochainement, nous allons étaler comment nous avons défini ces gouvernements des États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire, ces gouvernements de cette grande structure, cette suprastructure, donnent des orientations pour l'Afrique. Donc nous avons nos ministres que nous avons comme à l'heure actuelle, mais nous avons aussi des ministres que nos États envoient au sein du gouvernement fédéral, qui travaillent pour maintenant toute l'Afrique. En ce moment-là, ce n'est pas seulement les gouvernements des gens qui sont parachutés par-ci, par-là, dont on ne sait pas comment ils se retrouvent là-bas, mais nous aurons au moins un gouvernement panafricain et nous aurons un parlement panafricain et un chef d'État des États-Unis d'Afrique. C'est faisable. C'est faisable, sauf si quelqu'un peut venir nous démontrer que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas pour rien que nous avons été à l'école. Nous sommes les hommes d'église, mais ici nous ne parlons pas de l'évangile, nous parlons du bien-être des Africains et nous disons c'est faisable. C'est faisable, il n'y a pas de la magie. Avec la formule trouvée par le collectif pour les États-Unis d'Afrique, c'est faisable. Dans moins de 2 ans, nous pouvons mettre en place les États-Unis d'Afrique en commençant par l'union politique et l'union économique
pourra venir 10 ans, 15 ans après. Mais on peut déjà mettre en place l'union politique des États-Unis d'Afrique. Monseigneur Marcel Tsembo, vous souhaitez réagir ou ajouter de l'eau au moulin du Monseigneur Emmanuel? Oui, je voudrais simplement ajouter de l'eau en disant que le fait qu'on voudrait que le peuple élise le député parlementaire, le député panafricain, voudrait résoudre aussi une autre question, en plus de ce qu'il a dit, la question du cumul de fonctions, qui est en fait l'un des problèmes majeurs en Afrique. Des gens cumulent les fonctions et ça rend la machine lente. Donc on ne pouvait pas confier ça à une assemblée nationale, parce que ce député est déjà député dans sa nation. C'est une charge que généralement qu'il n'arrive même pas souvent à accomplir. Mais comment encore fallait-il lui donner une autre charge sur un pays? Donc il fallait quelqu'un qui est libre de toute charge, qui n'aura que pour charge son pays sur le plan africain. Donc en réalité, c'est pour éviter aussi le cumul des fonctions et pour ne pas rendre la machine lourde. Parce qu'une personne qui est limitée, et vous allez voir autre chose, ce député qui serait panafricain ne sera pas un député qui dépendra d'une politique nationale ou bien d'un parti politique. Vous comprenez un peu? Donc il est en réalité apolitique parce que sa politique, c'est la politique africaine. Pour l'intérêt de l'Afrique. Pour l'intérêt de l'Afrique, mais il doit passer quand même par une nation. Pourtant, si on devait prendre un député d'une assemblée nationale ou bien un député national, cela voudrait simplement dire que le Parlement africain ou bien les États-Unis se retrouveront avec des politiques d'un parti. Pourtant, on voulait définir une politique africaine, n'est-ce pas? Donc, il fallait qu'il soit, même s'il est représentant d'un parti politique représenté dans une assemblée nationale, mais il ne dépendra pas directement de la politique de ce parti-là pour partir. Parce qu'il y aura... Autrement dit, on pourrait ajouter le fait que pour être, selon votre conception, être député africain, l'on ne devrait pas être député au niveau national d'abord. L'homme ne devrait pas être un député sur le plan national en fonction. Parce qu'un ancien député peut venir se présenter. Comme quelqu'un qui n'a jamais été député peut aussi se présenter. Mais il ne faut pas qu'il soit un député en exercice. Ça s'exclut mutuellement. Ça s'exclut. Il n'y a pas chevauchement possible. Parce que le cumul de fonctions est l'un des problèmes. Vous savez que nous avons observé la chose qui bloque l'Afrique. C'est le cumul des fonctions. Pour environ 500 millions ou 1 milliard de personnes. Parce que si on regroupe toute l'Afrique, on en parlerait plus de 200 millions de personnes. Non, 1 milliard 200 millions. On parlait d'1 milliard 200 millions de personnes. Donc c'est déjà une charge suffisamment grande pour parler et voter des lois pour 1 milliard 200 000 personnes. Je vais encore ajouter quelque chose à ce que venez de dire sur le cumul de fonctions. Parce que vous voyez aujourd'hui avec les systèmes de l'Union africaine que nous avons, d'abord c'est un système qui ne marche pas. Un système sans moyens, un système sans leadership. Entre-temps, le même président en fonction de l'Union africaine est président de son État. Donc, comme à l'heure actuelle que nous parlons, il y a le président Alpha Condé qui s'occupe des problèmes de son État, la Guinée, et qui s'occupe encore de l'Afrique. Tu vois déjà que ça fait un cumul. Or, si nous avons un président des États-Unis d'Afrique, lui va s'occuper seulement du problème de l'Afrique. Des Africains, uniquement des Africains. Lui n'est pas d'un parti politique. Donc, il est là comme un politique qui s'occupe des problèmes des Africains. S'il y a même un Africain qui meurt, c'est lui qui va lever le doigt pour savoir pourquoi l'Africain est mort. Mais les Africains sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est ce que nous appelons, il y a urgence pour mettre en place les États-Unis d'Afrique. L'urgence se fait sentir, la mise sur pied des États-Unis d'Afrique. J'ai quand même envie de vous interpeller sur cette question des Africains, de ressortissants par exemple du Zimbabwe et du Nigeria, qui ont du mal à vivre avec leurs frères de l'Afrique du Sud. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique pourrait-il penser aussi à résoudre ce type de problème lorsqu'on sait que cela doit naître de la volonté même du peuple africain aussi? Effectivement, le collectif vient résoudre ce problème parce que vous comprenez que si on arrive aux États-Unis d'Afrique, les barrières frontières seront renversées. Il n'y aura plus de barrières frontières, il n'y aura plus non plus de barrières économiques. Donc l'Africain
se retrouvera là, on ne parlera plus de Nigérian. Même si le Nigérian reste Nigérian, quand ce Nigérian se retrouvera en Afrique du Sud, il sera un Africain en Afrique du Sud. Et un Sud-Africain se retrouvera au Cameroun sera un Africain au Cameroun. Il jouira des mêmes droits que les Camerounais et il pourra se développer et développer le Cameroun autant que son pays. Donc, en réalité, ce problème de rejet de certaines tribus sont à déplorer parce qu'il y a eu ce cas. C'est vrai que ces gens ont provoqué aussi des choses. Il faut aussi reconnaître que ce peuple-là, qui se retrouve rejeté, comme vous êtes en train de dire, ils ne sont pas simplement rejetés sur la base du fait qu'ils se sont retrouvés en Afrique du Sud. Parce que c'est un peu plus ciblé qu'on a trouvé pour le faire. Parce que si ce peuple-là se retrouvait en réalité en train de commettre des exactions dans ce pays, il faut le dire, lorsque le colonel Aboubakar avait pris le pouvoir, avant que Sani Abacha le succès dans les années 90, au Nigeria, quand il avait fait le tour, la première des choses, il avait bien suivi son discours. Après avoir remercié le président de l'avoir accueilli, après avoir remercié les Sud-Africains de l'avoir accueilli, la première chose, le premier commandant qu'il a commencé à dire, il a dit, I want to apologize. Donc il a d'abord demandé des excuses pour les exactions que son peuple a commises au Nigeria, en Afrique du Sud. Et ensuite, il dit, I want to rebuke Nigerians. Il avait reprimandé les Nigérians pour s'être mal comportés, pour avoir eu des gangs, pour avoir vendu la drogue, pour avoir fait ceci. Ils étaient dans tout ce qui était mauvais. Donc, il avait reconnu que son peuple n'était pas, c'était le premier pays le plus corrompu pour rien. Le peuple nigérian avait commis des exactions claires et nettes, et particulièrement en Afrique du Sud. Si leur président, leur chef d'État est allé les réprimander, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut aussi que leur chef d'État se lève aujourd'hui encore pour leur dire d'arrêter. C'est que les gens en ont marre. Quand vous êtes une tribu ou bien un peuple qui continue toujours à faire les mêmes choses, à provoquer de la douleur, à provoquer des souffrances, c'est normal que les autres projets, même dans la famille, l'enfant qui est sujet à causer des problèmes se retrouve quelque part rejeté par ses frères, se retrouve quelque part mis à part. Il n'est pas mis à part parce qu'on ne l'aime pas, mais il est mis à part à cause de ses mauvaises actions. S'ils veulent être acceptés, s'ils veulent ne plus être marginalisés d'en haut en Afrique du Sud, comme vous dites pour le cas d'espèces, il faut qu'ils arrêtent ça. Mais seulement, je vais dire qu'avec le collectif des États-Unis d'Afrique, un tel peuple serait mis à l'ordre. Un tel peuple ne passerait pas inaperçu. Vous comprenez un peu? Il y aurait des politiques qui devaient réguler les relations entre les différents peuples. Et le monde se trouverait bien, pour ne pas dire l'Afrique se sentirait mieux. Je pense que monsieur l'évêque Martial a bien répondu à cette question. Et j'aimerais aussi ajouter en disant que ce genre de problèmes, on le retrouve partout. Si vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez trouver pire que ça. S'il faut parler de la drogue, parler de ceci. Mais néanmoins, on ne sent pas cette discrimination parce qu'ils sont un peuple. Donc on se dit, même s'il a fait, il est américain. Donc on ne peut pas lui retirer cette nationalité américaine parce qu'il est criminel ou il est ceci. L'État est là pour ça. Donc, si aujourd'hui, nous créons les États-Unis d'Afrique, mais c'est fini cette histoire-là de dire que non, lui, il est nigérien, l'autre est sud-africain, parce qu'à ce moment-là, nous devenons un seul peuple, une seule nation, celle des États-Unis d'Afrique. Mais n'oubliez pas que tout ce qui se passe en Afrique du Sud, ce n'est pas seulement un problème de Nigérians, un problème d'immoralité, de vandalisme. Non, c'est aussi un problème de pauvreté qui est à la base de ça. Parce que les Sud-Africains se disent que nous n'avons pas du travail. Et tout le travail, maintenant, c'est dans les mains des étrangers. Et nous-mêmes, nous sommes dans le chômage. Et tu sais que l'étranger, sa main-d'œuvre coûte toujours moins cher que l'autochtone. Donc, quand on veut engager, on préfère prendre un étranger parce qu'il coûte moins cher. Donc, c'est une main-d'œuvre moins chère et ça facilite la production. Mais avec les États-Unis d'Afrique, je pense qu'on va parler ça dans l'autre chapitre. Mais il y aura plus de pauvres en Afrique. Mais en créant les États-Unis d'Afrique, je pense que ça, c'est un chapitre à part qu'on va parler. Mais nous aurons l'économie la plus forte du monde.
L'Africain aura un SMIC qui peut lui permettre de vivre parce que l'Afrique est hyper riche. Et j'aimerais même dire que le problème de l'Afrique, ce n'est pas d'abord le multinational. Non, la malgouvernance, la mégestion de nos États, l'argent qui va dans des poches des individus. J'ai lu les rapports Tambombeki qui parlent des milliards, des billards qui rentrent dans des poches d'individus qui s'enrichissent seuls. Vous comprenez? Et si nous créons les États-Unis d'Afrique, et qu'avec cette intégration régionale, nos jeunes pourront trouver du travail. Les jeunes, il y aura compétitivité. Vous comprenez? Donc cette histoire de ségrégation, cette histoire, ça va finir de soi. C'est pourquoi nous disons ceci. Les États-Unis d'Afrique, c'est l'autoroute. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la grande route qui nous amène vers notre développement. Et si nous devons prendre des petits sentiers, on va mettre long. Tu vois, aujourd'hui, quand il n'y a pas des autoroutes, pour quitter ici, arriver à Douala, tu vas faire 4 heures, 5 heures du temps à cause des embouteillages. Mais lorsqu'on va créer l'autoroute pour arriver à Douala, mais à 2 heures, tu es à Douala. Donc les États-Unis, là où nous sommes en train de faire nos petits efforts dans nos petits États, les États-Unis d'Afrique vont nous propulser directement vers l'émergence et le développement de l'Afrique. Alors, cela remet sur la table une question que j'aimerais bien vous poser, c'est celle de cette mise sur pied des États-Unis à 2 vitesses. C'est une conçue par le Dr Kwame Nkrumah qui estimait qu'on devait passer à l'étape, à une sorte d'États-Unis d'Afrique immédiatement, et peut-être l'autre côté avec les présidents, les regrettés présidents Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et même Aïdjo du Cameroun, qu'eux ils avaient pensé que justement pour qu'on prépare les populations à vivre dans cette langue, dans cet état, dans ce milieu que nous voulons pour notre bonheur, il fallait procéder par étapes. Un visionnaire, quand il se met sur une montagne, il voit l'autre montagne. Mais celui qui n'est pas visionnaire, il est dans la colline, il voit tout ce qui se passe avant d'arriver sur les sommets de la montagne. C'est-à-dire, Nkrumah était un visionnaire. Mais il faut vous situer dans le contexte de l'époque. Nous étions en quelle année? En 1958. Et la plupart des États étaient des États qui n'avaient même pas encore l'indépendance. Donc, parler de mettre en place les États-Unis d'Afrique en ce moment-là, ce n'était pas évident. Parce qu'il y avait encore plusieurs données qu'il fallait tenir compte. Par contre, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes maintenant au socle même du projet, l'aboutissement du projet. Et comme nous le disons, les États-Unis d'Afrique doivent commencer par l'union politique. Parce que c'est ça le piège réellement. Le piège que ceux qui ne veulent pas que l'Afrique s'unisse, ils tiennent à ça. Ils disent non, vous savez, il y a les économies faibles qui vont vous faire tomber. Si aujourd'hui la Guinée équatoriale ouvre ses portes, les Camerounais vont remplir la Guinée équatoriale, son économie va tomber. Effectivement, ça, on en arrivera à l'autre chapitre. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? On doit mettre en place l'union politique. Parce que l'union politique prépare l'union économique. L'Europe n'a pas commencé avec l'Europe économique, avec la monnaie unique, avec l'espèce Schengen. Non, on a commencé par l'Europe politique. Parce que c'est les politiques qui travaillent sur l'économie. Et s'il faut mettre en place l'union politique des États-Unis d'Afrique, il n'y a plus encore des données macroéconomiques qui rentrent en jeu. Mais là, il s'agit maintenant d'une volonté politique. Une volonté politique de trouver une formule qui arrange tout le monde, qui ne pose pas de problème, comme cette formule que je peux appeler une recette magique qu'on a cherchée durant 400 ans, mais que les collectifs pour les États-Unis d'Afrique viennent de trouver pour résoudre tous les problèmes sur la création des États-Unis d'Afrique. Votre réaction, votre point de vue sur cette question? Comme je disais, et comme l'évêque est en train de le dire, en réalité, si l'Afrique est unie, surtout sur le plan politique, la question économique sera résolue. Même quand nous regardons les politiques, par exemple, comme l'Union européenne, il y a des pays comme la Grèce qui sont pauvres. Et non pas pour autant, l'euro n'a jamais chuté. Oui.
Je veux dire, sa parité sur le franc CFA n'a jamais chuté. Peu importe que tout le contraire. Tout le contraire, les faibles relèvent les grands, les forts relèvent les faibles. Donc, c'est en fait un problème d'égoïsme. C'est un problème d'égocentrisme qu'il fallait résoudre. Nous sommes venus résoudre le véritable problème parce qu'il faut le dire. Ce qui a bloqué la réalisation des États-Unis d'Afrique, c'est simplement l'égoïsme des chefs d'État. L'égoïsme qui est type même de l'Africain, parce que chez nous, il faut le reconnaître, nous sommes des Africains, et comme aimait dire un président, nous sommes Bantous. Chez le Bantou, l'homme est roi, l'homme n'est même pas le chef, il est roi. Ça veut dire qu'il dicte les politiques, il les fait. Donc, cette capacité poussée à vouloir être roi, à régner en monarque absolu, a fait que les autres ont vu dans les États-Unis la réduction de leur pouvoir. Et dans leur égoïsme, ne pensant même pas à l'impact sur leurs enfants. Parce que s'ils n'étaient pas concentrés sur eux-mêmes, ils verraient leurs enfants qui souffrent d'une tyrannie parce qu'un père tyran fait souffrir ses enfants. Les premières personnes, ce n'est pas les employés qui souffrent de la tyrannie d'un père, ce sont d'abord ses enfants. Parce que vous pouvez faire une étude psychologique comme nous on a dû apprendre à l'école, vous verrez que les familles les plus défavorisées sont les familles où le père ou les parents ont exercé de la tyrannie. Les enfants qui sont de ces familles-là sont socialement déséquilibrés, démoralisés. Alors que les parents qui ont souffert d'une certaine liberté, d'une certaine entente, les enfants qui sont d'un tel foyer sont bien. Donc en réalité, ce qui a bloqué les États-Unis, c'est l'égoïsme. Mais nous avons aussi compris que c'est une chose qui est cultivée, nous l'avons hérité, mais nous avons donc contourné ce problème en proposant quelque chose qui permet à quelqu'un d'avoir sa royauté, mais seulement en même temps nous l'avons obligé à œuvrer pour le peuple, parce que si quelqu'un voudrait se retrouver à la tête pour avoir davantage de pouvoir, qui est le problème particulier de l'Africain, qui est l'honneur, il se sent obligé d'œuvrer pour son peuple. Parce que si son peuple souffre, ce peuple-là va le juger devant. Ce peuple-là va le juger devant. Ce peuple va le juger comment? Parce qu'il aura choisi des députés. Les députés qui sont la représentation, qui vont parler, et même ce chef qui serait là-bas en haut conseil va demander que pourquoi dans ce pays-là il y a les grèves? Pourquoi dans ce pays il n'y a pas de salaire? Pourquoi dans ce pays il n'y a pas telle chose? Donc, c'est en réalité une contrainte à développer l'Afrique. Je pense que les États-Unis d'Afrique sont la solution à tout. Et nous avons pensé à tout ça. Nous avons préservé les égoïsmes des gens. Nous avons préservé le bien-être des Africains. Tout est mis en place pour avancer. Et je pense que ça ne relève que d'une révélation divine. Je vais encore ajouter quelque chose à ce que vient de dire Monseigneur Martial, pour dire que, vous savez, aujourd'hui, avec cette recette découverte par le collectif pour les États-Unis d'Afrique, mais nous résolvons aussi les problèmes de la CPI. Mais regarde aujourd'hui tous les chefs d'État après leur mandat dans le monde entier. Aux États-Unis, tu vas voir George Bush père, même George Bush fils, qui a créé tous ces désastres que le monde connaît aujourd'hui. Mais il est libre chez lui, il sillonne librement, il organise ses conférences, il écrit ses livres. Bill Clinton et les autres. Mais aujourd'hui, en Europe, Sarkozy en France, les François Hollande aujourd'hui, les Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, tout ce monde-là. Mais pourquoi les chefs d'État africains ne comprennent pas qu'il nous faut les États-Unis d'Afrique pour que cette affaire de traîner des chefs d'État africains devant des cours et tribunaux internationaux comme des vulgaires citoyens doit s'arrêter? C'est pourquoi nous nous disons, ce point de chute pour les chefs d'État africains est salutaire d'abord pour eux-mêmes. Je l'ai écrit dans mon livre « La destinée prophétique de l'homme noir ». Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont traqués par la justice internationale, qui n'est qu'une forme encore de colonisation, ce sont des chefs d'État africains. Mais la nature nous réserve des surprises aussi qu'on ne sait pas. Il ne faut pas dire toujours que je vais gérer jusqu'à la fin. Il y a des moments où les choses nous échappent en tant qu'humains. Mais si vous avez au moins une structure, un cadre dans lequel vous pouvez exercer jusqu'au reste de vos jours sur la terre, pourquoi ne pas appuyer un tel projet? Puisque c'est un projet qui va d'abord garantir la sécurité aux chefs d'État africains, c'est-à-dire après leur mandat à la tête de leurs États, ils vont diriger l'Afrique.
Ce qui est plus idéal, ce n'est pas de diriger son petit État de 2 millions, 3 millions, 10 millions d'habitants, mais diriger au moins 1 milliard d'habitants, devenir le président des États-Unis d'Afrique, c'est plus ambitieux. Et nous revenons à dire, c'est faisable. C'est faisable. C'est des hommes qui ont réfléchi pour faire sortir leur peuple de la misère. Nos dirigeants ne doivent pas être indifférents à cause des intérêts égoïstes actuels, alors que nos populations meurent. Il y a un de mes amis, Aimé Kabamba, sa femme était malade, atteinte d'un cancer, mais il n'y avait pas de soins appropriés en Afrique. Il a demandé le visa pendant 3 ans, on ne lui a pas accordé le visa, et le médecin a dit que sa femme devait mourir 3 mois plus tard s'il n'était pas opéré, et qu'il n'y avait pas cette chirurgie-là en Afrique. Il était obligé d'envoyer sa femme Véronique et son enfant pour aller prendre des soins en Europe. Ils sont passés par le Maroc et ils se sont renversés dans la Méditerranée. Et la femme et les enfants, c'est écrit même sur Jeune Afrique, vous pouvez vérifier, Aimé Kabamba, son fils, qui n'avait que 3 ans, a été retrouvé mort sur la plage espagnole, qu'on a ramassé comme un animal. Est-ce que les Africains ne peuvent pas être conscients? Est-ce que nous ne sommes pas des humains? Est-ce que nous n'avons pas le cœur? Est-ce que nos frères et sœurs qui meurent chaque jour de choléra, de Ebola, de maladies, de la faim, de la souffrance, ne peuvent pas nous interpeller? Nous disons ceci. Si nos chefs d'État ne sont pas conscients de tout ce qui se passe aujourd'hui, le peuple africain est déjà conscient, éveillé et déterminé. Et tout ce que nous voulons, c'est la création des États-Unis d'Afrique maintenant. Et nous pensons que ça va se réaliser. Nous sommes tous unanimes sur ce plateau, et je le crois, vous également à la maison. Il est temps que nous passons justement à cet États-Unis d'Afrique. On va tout simplement remercier nos panélistes, Monseigneur Emmanuel Lukusa, président du collectif pour les États-Unis d'Afrique, et le secrétaire général du dit collectif, Monseigneur Martial Thiamo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de votre programme Intelligence panafricaine. On vous remercie une fois de plus pour votre disponibilité et surtout le temps que vous avez passé à nous suivre, ainsi que vos contributions à travers nos différents contacts et même notre espace numérique sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Au revoir.